responsable en fait du programme, Chris Wise, en fait, disait que le CFA en fait reconnaît que les marchés privés et la gestion de patrimoine, en particulier, sont 2 segments en croissance, où nous voyons un plus grand nombre de personnes participer au programme. D'accord ? Donc voilà, donc on s'est dit avec Clément, ça c'est quand même très intéressant, c'est un marché en croissance. Il va y avoir maintenant une nouvelle filière, et on a donc décidé en travaillant de créer ce comité. Et donc ce soir, c'est le premier événement, et on s'est dit qu'un premier événement, il n'y a rien de mieux qu'un événement carrière. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'en termes de maturité, la France est probablement un peu en retard. On commence à voir une consolidation des private equity qui commencent à penser à des modèles justement de conso des CGP. Je pense que ça va venir, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et le deuxième point qui est vraiment spécifique, c'est la place des assureurs, 25%. Voilà, 25%. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a l'assurance vie et que, en termes d'épargne, voilà, c'est quand même une structuration que tout le monde utilise. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a l'aspect client acquisition qui requiert vraiment des compétences très spécifiques. Et puis, une fois que le client est onboardé, il faut continuer à faire vivre cette relation. Et je pense qu'on fera un petit zoom peut-être plutôt sur le panel. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'inscrire dans la durée, dans le long terme. On arrive à cette notion d'avoir un banquier privé finalement augmenté, quelque part aussi d'autres interactions qui peuvent être enrichies d'exploitation de la donnée ou du rôle de l'intelligence artificielle, ce qui nous donne finalement une richesse très importante dans les échanges, avec une notion de personnalisation aussi qui devient une vraie attente. Et quand on demande aux investisseurs privés leur demande, la notion de transparence ressort très fortement. C'est un métier qui est extrêmement exigeant, qui est extrêmement intéressant et qui, encore une fois, requiert ces compétences de relationship qui sont vraiment très intéressantes. Quand on est banquier privé, quelque part, on peut flécher aussi les investissements et on porte un petit peu sa pierre à l'édifice en termes de contribution à une économie plus durable. La problématique, ou en tout cas l'enjeu d'un banquier privé, c'est en fait, je dirais, de comprendre un environnement, l'environnement d'un client, l'environnement, la problématique d'un client. Ça, c'est déjà le premier step. Après, c'est finalement de comprendre les attentes du client. Je vous fais une première référence très personnelle. Il m'est arrivé de comprendre une problématique et de taper à côté dans la mise en musique des solutions. I'm cash rich, but I'm time poor, and so I need your help. Et alors, je pense que c'est vraiment quand même quelque chose de très important, comme Stéphane l'a dit, d'être un véritable partenaire avec les clients, de l'accompagner dans la durée. Ça veut dire quand même vraiment d'être à l'écoute, d'être disponible pour eux, parce que la plupart de nos clients n'ont pas beaucoup de temps. Alors, il faut être disponible et être en mesure de répondre à ces demandes. Mais aussi, il y a un travail d'accompagnement dans la durée, parce qu'il y a des moments de vie très importants, un mariage, une naissance, une session d'entreprise. Je suis d'accord avec Fabienne, beaucoup de choses se digitalisent, l'intelligence artificielle, on en entend tous parler dans nos métiers, mais ça ne remplacera pas dans ce métier l'humain. L'humain basé sur l'écoute, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'empathie, un peu de résilience, parce que c'est un métier qui est quand même relativement compliqué. Et je pense que c'est la bonne image. Le médecin de famille, c'est celui qui comprend, qui écoute et qui parfois est capable de vous amener vers un spécialiste, etc. Finalement, c'est ce que fait un banquier. Et les conseillers des clients, avec les notaires, avec les cabinets, les experts comptables. Et c'est vraiment un échange très constructif et qui nous permet quand même de bien comprendre les besoins du client, les attentes et trouver les solutions. Parce que c'est vrai que sur le fond, on est plutôt des généralistes. Et c'est sûr qu'on a quand même une expertise, il y a aussi des formations, on a une expérience, mais il faut toujours quand même faire appel aux professionnels, aux experts. Probablement, ce que moi je vais regarder aujourd'hui, plus spécifiquement, ça va être les qualités interpersonnelles de la personne et principalement relationnelles. C'est vraiment l'enjeu numéro un, d'autant plus que la dimension technique est toujours une partie qui peut se développer. La partie interpersonnelle se développe de manière plus complexe. Donc on se positionne tous sur le cash-out des entrepreneurs. Et à partir de là, comme l'a très bien dit Fabienne,
le cursus, le seuil entre ultra high et high, forcément varie entre les banques, hein. Mais c'est quand même un chef d'entreprise souvent qui représente le terrain de chasse pour nous tous, banquiers privés. À partir de là, il y a un élément important aussi, c'est que les clients deviennent riches beaucoup plus tôt. Le métier de banque privée, c'est ce que je vous disais, ça reste un généraliste, hein. On ne peut pas avoir la prétention de tout savoir sur tout, étant donné la complexité, ça c'est clair. Et chaque banque a, entre les banques généralistes, effectivement, qui ont un panel d'offres très très large, et les banques de niche comme Safra Sarrazin, on n'a pas réponse à tout. Mais le premier sujet en France, vu la complexité du pays, sur l'aspect fiscal, c'est que quand vous rencontrez un dirigeant d'entreprise, la partie investissement arrive naturellement en fin de parcours, quoi. Parce qu'il y a quand même nombreux sujets, chaque cas est différent, Niki le disait, des sujets familiaux, des sujets de transmission, des sujets transgénérationnels, des sujets internationaux. Et on s'appuie sur, on a à peu près tout ça dans nos maisons, l'ingénierie patrimoniale. De toute façon, quels sont les métiers qui se pluguent à ça? C'est la gestion, là, il y a beaucoup de gens en face de nous qui le font, la gestion du côté, que ce soit du BPM ou de l'advisory. On a maintenant le non-côté qui est hyper présent. On a le crédit, qui est quand même un vrai sujet. Même si les taux montent, on a quand même un truc qui s'appelle l'IFI, donc toutes les structurations se feront avec de la dette. L'ingénierie patrimoniale, quand ça devient du ultra high, il peut y avoir des sujets de philanthropie, il peut y avoir des sujets d'or, il y a des maisons qui ont des réponses, BNP je crois a des réponses sur tous ces sujets-là, mais c'est un peu tout ça qui gravite, et quand je parlais un peu de maître d'œuvre, qui gravite autour, toutes les problématiques qui gravitent autour du banquier privé, et qui doit aller, quand il a identifié les sujets, il doit aller chercher ses spécialistes pour venir animer un peu la réponse qui va être donnée au client. Depuis quelques minutes, on discute du profil des clients, de leurs attentes. De toute façon, dans n'importe quel métier, on va chercher à répondre à un besoin, donc on s'adapte à l'interlocuteur. Et ici, on travaille avec des clients finaux, donc avec des particuliers, avec des êtres humains, et la partie finance comportementale entre énormément en considération. Et c'est peut-être ça ce qui changerait un petit peu avec la gestion institutionnelle ou la gestion d'OPCVM. C'est que là, on peut avoir de très très bonnes idées en tant qu'advisor ou en tant que gérant pour compte des clients. Mais il y a une deuxième partie qui est encore plus compliquée, c'est d'essayer de le convaincre. Parfois, ça peut paraître très trivial, mais il y a des biais qui existent, qui sont assez importants. La certification du 3e niveau du CFA apporte ça. C'est-à-dire qu'on a même une partie fiscale qui est extrêmement importante aussi. Ça serait dommage de penser que les compétences qu'on acquiert avec cette certification ne sont bonnes qu'en asset management ou qu'elles ne peuvent pas être dupliquées dans d'autres métiers. Moi, je vois des jeunes qui me disent « je veux faire banquier privé ». Tu sais ce que c'est, banquier privé? On a l'impression, c'est ce que je vous dis, le type aller jouer au golf, rouler en Ferrari, non, n'importe quoi. C'est quand même un métier relativement complexe, qui s'est complexifié, mais comme je vous l'ai dit, qui est tellement grisant quand on arrive à gagner, transformer un dossier, c'est vraiment très, très, très grisant. L'interaction, l'humain, c'est la base, hein. Alors ça, déjà, il faut que vous vous disiez, si vous allez dans une salle et que vous avez envie de parler avec personne, ça se barre mal. Si par contre, vous aimez l'interaction et vous aimez aller vraiment convaincre des gens, déjà, ça part bien. Et vraiment, il faut se renseigner sur ce qu'est le métier de banquier privé. Et j'essaie de vous le dire en raccourci, quelquefois, il y a des confusions, quoi. Il y a des confusions sur de dire je vais passer à la télé parce que je vais... Voilà, non, c'est pas ça, quoi. Le métier de banquier, c'est un mot qui beaucoup de personnes trouvent très sale, mais c'est un métier commercial. En fait, c'est juste que l'erreur principale, et là je pense plutôt aux jeunes, tous les gens qui ont fait des super masters en gestion de patrimoine, etc., qui arrivent banquiers et qui se cassent les dents, parce qu'en fait ce qu'ils aiment, c'est la technique, c'est l'ingénierie patrimoniale, c'est l'allocation d'actifs, etc. Le banquier privé, c'est 2% de sa journée. Et les gens sont de plus en plus jeunes, donc on voit que les équipes ont besoin je vois des têtes jeunes, là, on a besoin d'interagir entre jeunes, hein. Et là, moi j'ai un peu de cheveux blancs, donc quand le type il va à 35-40 ans, ils ont une façon d'interagir qui est différente, donc il y a vraiment des places à prendre. Si on parle du corpus de banquiers, je ne parle pas de tous les métiers qui est autour, qui sont plein d'autres métiers passionnants, etc., mais si on est sur le métier de banquier privé, grosso modo, banquier privé, c'est le métier qu'on va faire un peu toute sa vie. Après, dans les grandes banques, on peut aller devenir un peu spécialiste, faire du management. Surtout, on va grandir en termes de typologie de clientèle. Mais globalement, la plupart des gens qui sont banquiers privés, ils commencent banquier privé et ils terminent banquier privé. Un bon gérant action,
ne sera pas forcément un bon gérant privé. D'ailleurs, de manière générale, ça fonctionne assez mal. C'est rare que les techniciens deviennent des excellents banquiers. Il y a énormément de changements, mais du coup, énormément de besoins aussi pour attirer de nouvelles générations, peut-être au niveau des banquiers privés, parce que voilà, les clients peut-être étaient plus âgés il y a quelques années. Il y a, comme on le disait, aujourd'hui, on est sur des générations plus jeunes, donc on a aussi ce besoin d'avoir une certaine une connexion, une certaine appétence aussi pour servir des gens qui peut-être ont fait fortune dans les video games. Voilà. Je crois qu'il y a 2 types de métiers qui ont énormément d'avenir. Les métiers de relations, de commerce, et les métiers d'experts. C'est les 2 types de métiers qu'on ne pourra pas remplacer. Là, on passe beaucoup d'intelligence artificielle, etc. en ce moment, etc. Objectivement, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on remplace le banquier au milieu de tout ça. Voilà, je ne crois pas. Et pareil, celui qui a une expertise pointue sur un sujet spécifique, on a toujours eu CIB, Asset Management, Wealth Management. Faut dire les choses de manière factuelle. Et je ne crois pas que cette hiérarchie ait fondamentalement changé, avec un élément qu'il faut avoir en tête, c'est la volatilité. Wealth Management, et je crois que c'est très bien dit dans les chiffres, c'est un métier qui est relativement stable. Donc l'avantage du banquier privé, c'est que s'il fait bien son job, il ne fera jamais 300% de bonus, mais il ne fera jamais 0% de bonus. Faites un métier que vous aimez, dans lequel vous serez bon, globalement, on finira par bien vous payer. Vous avez la chance de travailler dans les services financiers qui sont quand même des industries au sens large. Voilà, on n'est pas dans l'art luxe, quoi. Il y avait des gens, effectivement, des entrepreneurs qui arrivaient, qui faisaient fortune, et puis il y avait des banques qui décidaient d'y aller et de se dire, il faut ouvrir cette industrie. Et donc, ça rend, finalement, pour les jeunes Européens, je disais moi aussi, ça a été un moyen, finalement, d'aller travailler dans tous ces pays du monde. Il s'est passé qu'en 30 ans, cette génération, que depuis, les locaux ont été formés. Le CFA, il a quand même fait un boulot absolument colossal dans de nombreuses parties du monde. Moi, je me rappelle quand j'étais à Singapour, mais toutes les équipes, tout le monde était CFA. Enfin, c'était même pas possible de penser de travailler dans une banque privée sans le CFA, par exemple. Et donc, il y a eu toute cette formation qui s'est faite. Est-ce qu'il y a toujours des ports? De mon expérience, de ce que je vois, oui, il y en a. C'est finalement la mobilité interne. Donc, le meilleur moyen, c'est trouver une institution financière qui, effectivement, est présente dans plusieurs parties du monde. Faites-vous recruter dans votre pays, et si vous êtes bon, ils ont des chances un jour qu'ils vous donnent une équipe et de vous dire tiens, on va vous envoyer là-bas parce qu'ils veulent garder l'infrastructure. Les mouvements qu'on peut faire à l'étranger, c'est quand vous êtes dans un groupe, vous avez fait vos preuves, et puis on vous fait monter dans le management, et puis ça va être de dire tiens, reprends à tel pays ou telle fonction dans un pays, mais où on va être quelque part plus dans le management. Parce que, je le répète, si vous êtes... Ce qui rend bon un banquier privé, c'est son networking. Et vous ne pouvez pas parachuter un banquier privé qui est super bon en France, eh ben on va dire, tiens, tu vas au Portugal. Et puis vous avez le B2B constructif, je ne dirais pas de nom, où là, ils viennent chercher une compétence. Et alors, c'est lui qui sélectionne un peu les sujets, les thématiques sur lesquels il va vous utiliser. Et là, il y a un vrai partenariat. Je crois que c'est Niki qui en parlait. Moi, j'ai le sentiment qu'on a fait beaucoup de progrès. Quand j'ai commencé en 1997, vraiment, on regardait les photos dans les conseils d'administration des établissements financiers. Et s'il y avait une femme, on disait waouh, c'est magnifique. Aujourd'hui, quand même, ce n'est plus le cas. Et on est bien représenté, je pense. Il y a encore des choses à faire. Mais on progresse quand même dans le bon sens. Une volonté forte de la part de mes clients. Moi, je ne signe plus jamais un contrat dans lequel il n'y a pas marqué que je vais présenter ou m'engager à présenter autant d'hommes que de femmes dans une shortlist. Ça, c'est une réalité opérationnelle.